D'abord, mes remerciements pour l'accueil de la commission au Royal des Monuments Cité Fouilles et aux différentes personnes qui m'ont permis de réaliser cette étude qui s'est faite dans un cadre académique lors de mon master en patrimoine, et en particulier à Monsieur Abraham, qui est l'ancien président de la société anonyme La Pierre Bleue Belge, et de Monsieur Gérard Barret. Alors, je vais essayer d'organiser mon propos pour cette petite heure de présentation de la façon suivante. Premièrement, de quoi parle-t-on, cette fameuse centrale électrique. Ensuite, je vous proposerai une petite promenade visuelle, question que vous sentiez un petit peu la façon dont j'ai pu appréhender la découverte de ce bâtiment. On posera directement à la suite la question de quel peut... merci beaucoup de bien me cadrer. Ensuite, on essaiera de voir un petit peu quels enjeux soulève cette centrale électrique et quelle est la méthodologie qu'on peut mettre en place pour essayer de l'étudier. Et on abordera ensuite l'approche historique, l'approche architecturale, et on essaiera de faire une mise en perspective de tout ce que j'ai pu découvrir. Évidemment, tout ça n'est pas exhaustif, hein. Surtout en une heure, j'ai essayé de vous brosser le maximum et d'essayer de partager avec vous le grand plaisir que j'ai eu à découvrir ce bâtiment. Alors, de quoi parle-t-on? Alors, ce bâtiment, il est situé donc à Soignies. Alors, vous avez la gare de Soignies, le centre-ville de Soignies, et puis ici, vous avez le site des carrières Gauthier-Winx de la Pierre Bleue Belge, dans lequel se situe la centrale électrique Pierre-Joseph Winx. Alors, à titre indicatif, vous avez le site des Telliers-des-Prés et les carrières du Clipot, qui font partie des sites de la Pierre Bleue Belge, et ici, le grand site des carrières du Hainaut. Alors, ici, vous avez une photo aérienne, donc avec le site d'exploitation des carrières Gauthier-Winx. La centrale électrique se situe ici. Vous avez en zone bleue les zones archéologiques, où ici vous avez l'ancien site industriel du Rebord. Et ici, la zone qui est en fait actuellement le pôle de la pierre de la WAP, qui en fait se situe dans les anciens bureaux de la société Pierre-Joseph Winx. Ce qui veut dire que la centrale électrique n'est pas un bâtiment classé. Voici une autre vue aérienne avec la parcelle dans laquelle s'inscrit la centrale électrique, qui est ce bâtiment-ci spécifiquement. Alors, ici, vous avez une axonométrie qui permet d'un petit peu mieux appréhender de quoi est-ce qu'on va parler. Alors, vous avez le bâtiment de la centrale électrique en tant que tel, avec deux ateliers restants sur sa partie arrière. Vous avez ensuite ici une zone un peu particulière qui est à moitié entre ruines et dents creuses, où on voit clairement qu'il y a toute une suite d'anciens bâtiments dans la prolongation de du premier volume qui a été supprimé, toute une partie cour qui est une zone non aménagée évidemment un peu particulière, et puis tout ceci qui est le site des carrières Gauthier-Winx avec la récente déviation de la Seine sur la partie arrière. Tout le site d'exploitation se situe donc vers l'arrière. Voici deux autres vues. Et rapidement, les visuels. Donc ça, c'est la façade des ateliers qui donnent sur le site d'exploitation. La façade qui donne vers la partie, grosso modo, du pôle de la pierre. Donc vous avez les deux pignons des ateliers et puis la porte principale d'accès à la centrale électrique. La façade publique de la centrale électrique. Et puis la zone que j'avais qualifiée d'un peu ruinée, dents creuses, qui présente cette approche.
Voici un peu le lieu de mes promenades pendant un certain nombre de mois. Et donc, vous voyez le site d'exploitation de la pierre bleue belge qui s'étend vers l'arrière. Alors, après cette rapide introduction, je vais vous proposer une petite promenade visuelle sur, grosso modo, la première fois que j'ai visité cette centrale, en compagnie, entre autres, de Gérard Bavet, et qui a été un peu particulière pour moi. Alors, voici donc la fameuse grande porte d'accès à la centrale électrique. Vous voyez qu'on est très, très bien accueillis et qu'on rentre par un démontage du soubassement de la porte. Voici ce qu'on retrouve face à soi. Une composition assez soignée, avec une menuiserie intérieure, des lambris en pierre bleue, et toute une série de techniques relatives, entre autres, à l'électricité, mais qui sont assez lisibles. Le regard se porte vers le haut et on voit une grande charpente métallique recouverte d'une assez belle verrière. Évidemment, mon premier réflexe, parce que je suis quand même un peu, je suis pas vraiment, donc je me suis dit, je pense qu'il faut que je regarde par où est-ce que je vais pouvoir m'échapper de ce bâtiment. Donc là, évidemment, je vois cette grande porte qui était extrêmement austère de l'extérieur, mais bien plus décorative de l'intérieur, bien plus soignée en termes de vocabulaire architectural. Et au niveau des maçonneries, au niveau des murs intérieurs, j'aperçois, coiffant la partie en lambris, une série de peintures murales au pochoir. Tout ça sur un site qui est en exploitation. La Pierre de Belge est un site en exploitation. Quelques percées latérales vers les ateliers. La grande verrière axée sur la centrale électrique qui donne sur la façade publique. Et puis en termes de technique, de nombreuses techniques, pour moi à ce stade totalement illisibles, avec un gros tuyau qui traverse toute cette salle, qui est le tuyau de la pompe d'exor, c'est-à-dire la pompe qui pompe l'eau en carrière et qui va la jeter dans un bassin qui se trouve à l'avant. Alors, il y a une grande cloison métallique dans le fond de cette centrale. Alors, évidemment, je commence à apprécier la spatialité induite par cette centrale avec cette grande verrière de façade, cette grande toit vitrée en partie haute, et j'accède à la partie des ateliers visible en partie arrière. Alors évidemment, là, on voit que ça s'est un peu moins bien passé, entre guillemets. C'est pour l'instant une espèce de zone de dépôt, on va dire ça comme ça. Mais malgré tout, un volume qui n'est pas inintéressant. Il est évident qu'il y a une certaine immersion, une certaine sensation quand on est dans cet espace-là, parce qu'il n'y a plus rien qui vit. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'être humain, il y a des restes de technique un peu partout. Les pneus semblent avoir une grande valeur en carrière. Et puis, il semble qu'il y a des raccords qui ne se sont pas bien passés dans le temps. J'ai fini ma visite en accédant aux caves avec M. Bavet. Alors, en accédant via une petite échelle métallique, puisque l'escalier en pierre bleue existant est partiellement comblé. Et là, j'arrive dans un espace que je ne comprends absolument pas, puisque ce sont des grands volumes en briques, comme des sarcophages en briques, qui organisent un réseau de circulation qui semble assez rigoureux, avec des tuyaux qui passent dans tous les sens. Et donc là, de nouveau, une ambiance très, très particulière. Bon. Après tout ça, je dois bien avouer que je me suis demandé quel pouvait être l'enjeu de travailler sur un bâtiment comme celui-là, de surcroît non classé, qui ne semble pas intéresser grand monde.
et quelle pouvait être la méthodologie que je pouvais mettre en place pour pouvoir essayer de ne pas passer à côté de plein de choses, dans le sens où finalement, on parle de la pierre bleue, du petit granit. Alors bien entendu, j'ai des compétences pour apprécier la pierre bleue, mais de manière fondamentale et substantielle, le milieu des carrières est quand même un peu éloigné. Et en même temps, il y a l'électricité. Alors, je ne pense pas non plus avoir été très flamboyant mon examen d'électricité pendant mes études. C'est quelque chose que je n'ai jamais très bien saisi. Et finalement, je vais m'attaquer à deux sujets fondamentaux qui concernent ce bâtiment-là. Et je ne comprends, enfin, je ne suis pas spécialement à l'aise. Alors, pour être honnête, ça c'est un peu ma tête quand je sors de ce bâtiment. Et je vais vous lire les quelques phrases que j'avais écrites. Il y a des bâtiments avenants, d'autres moins, des abrupts, des sévères, des pas commodes. Ils ne jouent pas de leur apparat, ils ne sont pas narcissiques. Disons franchement qu'ils sont vraiment austères. Le ressenti est celui-là, la centrale électrique Wanks est pas commode et franchement austère. Et pourtant, cette première incommodité de la première rencontre est attrayante. Et c'est là où l'engagement personnel s'est fait. Ce bâtiment n'est pas commode, mais il demande qu'on veuille bien lui apporter un regard. C'est de cette obligation de regarder, pour redonner un sens, que se concrétisa l'engagement. Et je pense que c'est de là, c'est de cette constatation que je me suis dès lors engagé à essayer de regarder, mais vraiment de regarder parce que beaucoup de choses m'étaient inconnues. En tout cas, mes compétences étaient limitées sur certains points. Et pour une centrale électrique, j'étais jamais que dans un bâtiment vide. Il n'y a aucune machine. Alors je vous avais dit, on parle de petit granit, on parle d'électricité fin du 19e siècle, puisque c'est un bâtiment millésimé 1894. Et je me dis comment appréhender une approche historique pour essayer de comprendre où je suis et dans quel bâtiment on est, sans avoir spécialement une approche linéaire, parce que là, je pense que ça n'intéresse pas grand monde et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc, j'ai essayé d'élaborer une méthodologie un peu particulière pour l'approche historique qui me permettait d'une part de sonder, je veux dire, l'épaisseur des sujets tant à l'échelle du contexte qu'à l'échelle du bâtiment, en mettant trois facteurs d'analyse qui sont le lieu, on travaille toujours à un endroit précis, une matière, le petit granit et l'électricité, et enfin un homme, entre guillemets, puisque finalement, il faut un être humain pour pouvoir activer les choses et démarrer certaines aventures. Alors, je vous propose de démarrer l'approche historique à l'échelle du contexte. Nous sommes dans le bassin sonégien. Vous avez ici une très très belle carte qui est le modèle numérique de terrain que vous pouvez trouver sur le site de la Google Map, où l'on voit clairement ici tous les trous correspondant au site d'exploitation carrière. Alors, la centrale Wanks, elle se situe ici. Vous avez ici le site Gauthier-Wanks. Ici, Tellier-des-Prés, les anciennes carrières du Père Longjour, les carrières du Clipot, et ici, vous avez la carrière du Hainaut. Vous avez donc un territoire qui forme une espèce de chapelet de trous qui donne évidemment une visualisation de l'espace assez particulière et qui est un territoire qui est constamment en mouvement, puisque finalement, une carrière, ça bouge. Et pour sortir de ces trous, à la fin du 19e siècle, il y a un outil fantastique et la Belgique va être quand même un des pays les plus importants en la matière, c'est le chemin de fer. Alors, je vous montre ici cette magnifique pierre qui est dite la pierre wagon, qui est une gigantesque carte de visite de Pierre-Joseph Wanks, dont on parlera après, qui est le propriétaire de la carrière, va envoyer à l'exposition universelle de Paris en 1855. Cette pierre est titanesque et il va prendre ses meilleurs tailleurs de pierre pour montrer à l'exposition universelle l'ensemble de ses compétences et du talent de son industrie. Vous pouvez aujourd'hui la voir, elle est placée sur la façade des bureaux du pôle de la pierre. Alors ce lieu, le bassin sonégien, c'est également, à cette époque-là, un concept que moi je trouve assez romantique, c'est
la définition de deux mondes. Celui qu'on appelle l'ancien monde et ce qu'on va appeler le nouveau monde. Alors l'ancien monde, c'est les carrières Winx, c'est-à-dire des carrières qui peuvent s'ouvrir au gré de certaines découvertures, hein, mais sans structuration industrielle moderne. Le nouveau monde, c'est les carrières du Hainaut, c'est-à-dire un financement important avec des découvertures précises, la mise en place d'ateliers très très rigoureux par rapport au cycle d'exploitation et qui est accompagné par l'esprit des hommes du 19e siècle et entre autres l'apparition de certaines sciences bien particulières comme la géologie. Préalablement, on ouvre des carrières, je ne dirais pas au petit bonheur la chance, mais malgré tout, ça reste quand même extrêmement artisanal et on pense aussi qu'en refermant une carrière et en la rouvrant 2 ans après, la pierre aura repoussé, entre guillemets. Ah, donc, on voit là clairement, et ça, je pense, c'est un point important pour comprendre et pas juger tout ce qu'on peut découvrir sur ce bâtiment, c'est qu'on a là clairement, on a face à nous clairement l'esprit fin 19e et du 20e, avec des gens qui ont une puissance interne incroyable par rapport à de nouvelles sciences, de nouveaux débouchés et la construction vraiment d'industries d'importance. Donc, cette très belle, ce trop beau tableau de Karl Spitzweg, qui s'appelle Le géologue, et que je trouve assez magnifique parce que il y a ici évidemment ce géologue qui regarde un caillou avec un air presque enfantin, le coup de lumière qui vient dessus, et à l'arrière, on a l'ombre, et donc je trouve qu'il y a ce côté évidemment de construction de toute la part de science qui arrive à la fin du 19e siècle, comme par exemple la botanique. Et puis enfin, le bassin saint-légien, c'est quand même un endroit un peu particulier, moi qui viens de Bruxelles, et qui est un mot que je ne connaissais pas. C'est un lieu de caillouteux. Alors c'est caillouteux, on en trouve, c'est un mot qu'on voit un peu partout à Soigny et qui représente vraiment cette communauté qui travaille la pierre. Et difficile de ne pas trouver quelqu'un qui ne connaît pas quelqu'un dont l'oncle et le cousin travaillent en carrière. Enfin, il y a vraiment une ambiance tout à fait particulière, mais je pense que ça crée une collectivité et un esprit collectif très, très particulier et qui doit intégrer, je veux dire, l'appréciation de la centrale électrique. Alors, j'ai mis évidemment ces statues qui s'appellent El Caillouteux et qui, évidemment, fait partie de tous ces monuments au travail que personnellement, je trouve toujours assez incroyable. Alors, au niveau de la matière, le petit granit, ici, vous avez une coupe, on va dire, sur les différentes pierres avec tout un vocable assez croustillant. Alors, homogène et de plat pays, puisque nous avons ici le petit granit comme une matière minérale particulièrement homogène et de plat pays, puisque vous voyez sur le schéma cette fameuse pente de 10% continue sur le banc de pierre bleue et qui va faire en sorte que finalement, on va avoir une certaine facilité d'extraction. On n'est pas obligé d'aller chercher extrêmement en profondeur et d'avoir des bancs particulièrement cassés, comme on peut par exemple le retrouver dans le nord de la France. Et ensuite un homme, ou presque un clan, les Winx. Alors, les Winx, c'est une épopée. Je vous invite, si ça vous intéresse, il y a un livre qui s'appelle Une dynastie de bâtisseurs, les Winx, par Jean-Louis Van Belle, et qui remonte au XVIIe siècle, qui sont en fait des gens qui sont intimement liés à la pierre. Ils commencent tailleurs de pierre, ils deviennent maîtres carriers, et puis tout ça va évoluer jusqu'à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, avec des personnages évidemment très importants, et pour ici spécifiquement Pierre-Joseph Winx. Et Pierre-Joseph Winx, le voici sur une carte postale début du 20e siècle. Alors, ici, on est vraiment sur un concept un peu particulier, peut-être extrêmement désuet aujourd'hui, qui est la notion d'élite de la nation, avec vraiment ce côté très capitaine d'industrie. Alors en même temps, c'est sénateur, en même temps, c'est bourgmestre, en même temps. Et donc,
voilà, il y a un côté évidemment tout à fait particulier. Alors vous avez ici cette belle statue, vous voyez son écharpe mayorale et malgré tout ses outils de tailleur de pierre à ses pieds. C'est vrai que c'est un personnage très très important. Cette statue, voilà, on va retrouver les mêmes typologies faites par les mêmes fonderies pour John Cockerill, etc. Il va monter une entreprise incroyable avec un site qui s'appellera La Grande Carrière et qui sera publié dans le fameux livre La Belgique industrielle, qui prend vraiment les gravures des grandes entreprises de la fin du 19e siècle. Et donc, c'est vrai que c'est un personnage très, très important, tant pour la production carrière à Soignies que pour la ville de Soignies en tant que telle. Alors, on a vu là une approche historique à l'échelle du contexte. Ça permet un petit peu de mettre en résonance les différentes choses, essayer de considérer un peu l'épaisseur que ça peut avoir. À l'échelle du bâtiment, on a donc un bâtiment qui est millésimé 1894 et, bien mal m'en a pris, j'étais persuadé que j'allais trouver relativement facilement tout ce qu'il me fallait en termes de plans, d'archives, etc. C'est quand même la pierre bleue belge, hein, c'est pas une petite boîte, et que j'allais facilement trouver des archives. En fait, je n'ai rien trouvé du tout, puisque dans le milieu industriel, si j'ai bien compris quelque chose, c'est quand ça sert plus, ben, on jette. Et donc, évidemment, on est en plus dans une activité qui bouge beaucoup, puisque le site d'exploitation a une géométrie qui bouge tout le temps. On a dès lors des nécessités, le mètre carré vaut quelque chose, et à un moment donné, ben, en fait, il n'y a plus rien. Alors, une des ressources archivistiques, j'ai envie de dire, qui m'a donné quand même pas mal d'informations, c'est le contrôle du cadastre. Le contrôle du cadastre, évidemment, va me donner des précisions assez importantes et aussi m'indiquer très très rapidement que finalement cette centrale électrique a une vie fonctionnelle extrêmement courte, puisqu'elle est peut-être millésimée 1894. En 1933, à l'entre-deux-guerres, on parle déjà de l'ancienne centrale électrique. Alors, le contrat de fourniture d'électricité publique à la ville de Soignies, il est signé en 1924. Donc, grosso modo, on peut se dire que vraisemblablement, cette centrale électrique a fonctionné de manière effective une vingtaine d'années. Alors, évidemment, vous avez toute une série de courriers pour réduire et revoir les montants de valorisation qui m'ont donné toute une série d'informations sur le fait qu'il est très très fréquent dans le milieu industriel de vendre ces machines, de les déplacer d'un site carré à un autre. Et donc très très vite, cette question de l'absence des machines, en fait, elle s'est imposée. C'était normal d'un moment donné de ne pas conserver en tant que tel ces machines dans cette centrale. Alors un jour, en faisant une visite sur place, j'ai été voir le responsable du site Gauthier-Wings qui s'occupe des accès et je ne sais pas, je lui dis mais vous avez pas, c'est pas des archives, des choses, des vieux plans. Et il me dit si, j'ai une phare de laisse de couleur verte, j'ai un très beau plan. Alors je déplie ce plan, vous voyez sur cette table métallique et effectivement je vois ce plan mais ça ne correspond pas du tout, il n'y a rien sur la centrale électrique. Il n'est pas daté, il n'est pas signé. On parle d'une société G-Winx et compagnie qui, après recherche, en fait, n'a jamais existé. Et le G-Winx, c'est Grégory Winx, c'est le fils de Pierre-Joseph Winx. Bon, je garde ça dans un coin de ma tête. Ça deviendra assez stratégique par la suite. Je mets en place, évidemment, une recherche sur l'ensemble de la matrice cadastrale et je vois que avant 1883, on a quelques implantations ici qui sont vraisemblablement des traces d'anciennes maisons tailleurs de pierre qu'on retrouve encore aujourd'hui par la suite. Ensuite, on a un bâtiment qui vient s'implanter ici en 1883. En 1890, la situation ne change pas réellement.
en 1895, on a l'apparition de la centrale électrique. Donc, je me dis, pour l'instant, tout va bien, ça a l'air de se mettre en place. Et en 1900, on voit que la situation se densifie légèrement. Et en 1935, qui est l'année de fusion entre l'entreprise, entre les carrières Gautier et les carrières Winx, qui va faire carrière Gautier-Winx, on a l'extension des zones d'atelier de manière assez importante. Et c'est une implantation qui va durer jusque dans les années 70 pour ensuite être démolie et avoir les 2 volumes arrière de atelier qu'on a aujourd'hui. Alors, dans mes discussions avec monsieur Gérard Bavet, il m'a sorti un document de Desrelais-Fabot qui a été mis tout à fait stratégique dans la compréhension de la centrale électrique et qui est un prospectus. Alors, c'est un prospectus de levée de fonds. C'est-à-dire, c'est un espèce de prospectus publicitaire qui donne une super image de la carrière et qui est destiné en fait à lever des fonds pour entreprendre les travaux de découverture. Il faut énormément d'argent pour ouvrir et étendre des sites d'extraction. Alors, dans ce prospectus, il va y en avoir également, la carrière du Hainaut va faire des prospectus, etc. Donc, tout le milieu carrier va faire des prospectus pour lever des fonds financiers pour opérer les découvertures. On va avoir une présentation générale de la carrière, de ce qu'elle a produit, de qui elle a fourni, des grands bâtiments sur lesquels elle a travaillé. Et puis, dans ce prospectus, on va retrouver 2 photographies. À l'époque, c'est un prospectus de 1896 et une notice. Et cette notice, elle va être également un peu particulière. C'est un extrait du bulletin de l'Association des ingénieurs électriciens sorti de l'Institut électrotechnique Montefiore. Alors là, moi, soyons honnêtes, jamais entendu parler. Je lis ce truc et je me dis, Berthaud, un siècle est passé, ça se voit. Il y a des lacunes fondamentales, je ne comprends rien à ces descriptions d'ingénieurs en électromécanique. C'est d'une complexité sans nom. Et moi, une centrale électrique, je m'étais dit, c'est pour faire de l'éclairage. Je me suis complètement trompé, ça n'a rien à voir. C'est évidemment pour la force motrice. C'est le fait de déporter la force. Et il est là l'enjeu, il n'est pas tellement dans... Évidemment, l'éclairage va permettre d'avoir un éclairage à travers tout le site de l'exploitation. Mais l'enjeu fondamental de la centrale électrique, c'est la force. Alors, je vais également lire de manière assez approfondie ce prospectus, puisqu'il est assez précis, et je vais découvrir toute une série d'entreprises qui sont, et je le découvrirai par la suite, des fleurons de la révolution industrielle, et toutes les descriptions vont me permettre d'élaborer mes premiers schémas, puisque les machines ne sont plus là, les premiers schémas de fonctionnement de cette centrale électrique, dont vous voyez ici la schématisation. Donc vous avez un grand volant de 5 mètres qui pèse 12 tonnes et qui va activer un petit cylindre et un grand cylindre via des manivelles, qui vont ensuite actionner un générateur triphasé et un générateur continu pour l'électricité. Tout ça sera connecté à un arbre de transmission qui va lui ensuite activer les séries pour découper les blocs. Tout ça me semble extrêmement... Alors, je vous dis ça, ça a l'air extrêmement simple. Je peux vous dire, ça m'a pris des jours et des nuits pour comprendre de quoi on parlait, parce que c'était, pour moi, vraiment compliqué à saisir. Alors, dans tout ça, j'en sors un schéma, mais je ne visualise strictement rien en visuel, essentiellement. Je ne vois pas à quoi ça correspond. Une pompe, un petit cylindre. Tout ça me semble totalement abstrait. Alors, évidemment, je complète mes recherches par le texte et j'engage une recherche assez soutenue pour essayer de visualiser cette absence de machine et de technicité. Alors, par chance, à cette époque-là, on a des expositions universelles. L'exposition universelle
sur l'électricité. Autre, évidemment, où les hommes de la fin du XIXe fantasment et écrivent des pages et des pages et des pages sur les modèles de boulons. Et je dois bien avouer que ça a pris énormément de temps. Moi-même, je me suis un peu pris au jeu. Et j'arrive à retrouver le modèle de la machine vapeur installée dans la centrale électrique Winx, qui est une machine compound des frères Sulzer. C'est une des plus grandes entreprises suisses de la révolution industrielle et qui est encore une entreprise existante. Alors, j'ai des plans, j'ai des élévations, j'ai des coupes. J'arrive tout doucement un peu mieux à comprendre, on va dire, l'emprise spatiale de ces machines au sein du bâtiment. Ici, je commence à visualiser ces points générateurs triphasés, un électromoteur, et via, on me dit, mais tu sais, il y a encore une centrale électrique à Quenest. Ah, c'est chouette ça, je vais peut-être aller voir. Fin du 19e également. Alors, je cours vite fait pour aller voir cette centrale électrique qui correspondait assez bien à l'époque. Et je tombe là-dessus. Alors, je suis assuré, on parle bien de la même époque, c'est bien 1895. Et voilà ce que je peux visualiser. Et cette centrale électrique a été foutue par terre il y a quelques années pour agrandir un sentier de passage pour les camions. Et je me retrouve face à toutes ces machines démantelées sur un bord de terrain, essentiellement accueillies par des ferrailleurs. Et donc, voilà, je visualise ceci et j'essaye de dimensionner les choses et de mettre une image derrière ces mots extrêmement compliqués que je lis dans cette fameuse notice des ingénieurs de Montefiore. Par la suite, dans le cadre de l'analyse de cette note technique, on me parle de chaudière, c'est court. Excusez-moi. Ah voilà. C'est bon? Ok. Décidément, la technique, c'est pas mon truc. Alors, on me parle de chaudière de la maison Pied de Bœuf. Alors là, ma Pied de Bœuf, bon, Pied de Bœuf, bon. Bon, maintenant, en fait, la Pied de Bœuf, essentiellement, à la base, c'est des chaudières. Et quand on lit l'ensemble des textes trouvés sur cette maison lors des expositions universelles, grosso modo, les meilleures chaudières au monde. Fantastique. Et alors, je découvre que dès lors, Pied de Bœuf et également par la suite des motocyclettes, elle fait des chaudières, les meilleures chaudières du monde, et on me dit qu'elles sont du type Cornwall-Galloway, avec 2 foyers intérieurs, chacun possédant une surface de chauffe. Alors là, de nouveau, je suis complètement perdu parce que je ne comprends pas bien ce que c'est. Je ne visualise pas bien. Mais je retrouve les plans et le modèle dans les revues techniques des expositions universelles qui correspondent à celles qui existaient dans la centrale électrique Winx. Alors, je mets ici pour votre information ces quelques phrases. Alors, j'ai pris les phrases les plus simples, évidemment, pas celles où il y a tous les tests, où c'est vraiment extrêmement compliqué à comprendre. Et certaines phrases comme on ne saurait trop admirer le soin qu'on en a apporté aux détails techniques, à l'architecture et à la disposition générale de l'usine génératrice. La tuyauterie se trouve entièrement dans la cave. Ce genre de phrase où moi, honnêtement, par rapport à la visite, je me dis, bien changé, parce qu'il y a quelque chose là qui a dû se passer. Alors, d'autres choses, et je pense que l'étude ici sur cette centrale permet de mettre en lumière pas mal d'enjeux contemporains et de mettre un peu en perspective aussi certaines lectures. Il y a un enjeu fondamental, ce qui est celle de faire une économie d'énergie pour l'exploitation et entre autres une économie de charbon. Alors on parle de Green Economizer, moi je fais un truc de nouveau,
je ne sais pas c'est quoi. Alors évidemment, finalement, je finis par trouver et qui permet de récupérer les vapeurs au niveau des chaudières et donc l'énergie. Et l'enjeu énergétique, il n'est pas anecdotique déjà à l'époque, hein. On essaye vraiment d'économiser un maximum de charbon pour des raisons de coût. Mais fondamentalement, ça ne change pas très fort de l'actualité. Et on produit de l'électricité avec du charbon. Et ça non plus, ça ne change pas. Alors, je téléphone un jour à la ville de Soigny et j'ai la chance de tomber sur un monsieur extrêmement charmant qui est l'archiviste et qui découvre avec moi la centrale électrique. Je ne sais absolument pas qu'il y a une centrale électrique. Et il me trouve un rapport du conseil communal de Soigny, daté de 1895, et qui stipule clairement la demande de pouvoir mettre des poteaux porte-câbles sur le site d'exploitation, dont voici une photo. Ce sont les poteaux porte-câbles de la fin du XIXe siècle, demandés par Grégoire Ier Winx, mais comme il est bourgmestre en même temps, il est sorti de réunion quand même. Hein, c'est beau quand même. Hein. Et donc, voilà, en tout cas, ça permet de mettre un petit peu en perspective ces différents éléments. Voici la seule photographie reprise dans ce fameux prospectus de la centrale électrique. Bon, la qualité STL, c'est pas du HDR, mais on voit effectivement ce grand volant, on voit les générateurs, on voit le petit cylindre, le grand cylindre, et certains personnages. On aperçoit le lambris en bois à l'arrière. Bref, on arrive à reconstituer ce que devait être cette centrale électrique, en tout cas en 1895-1896. Alors, on a vu le lieu à l'échelle du bâtiment. Là, l'enjeu, c'est l'électricité. Je ne vais pas vous faire, je n'ai en plus pas vraiment les compétences d'histoire de l'électricité, mais il est certain que les débuts de l'électricité, il y a des choses assez rigolotes, comme toutes des expériences les plus farfelues les unes que les autres, et une notion, une relation des gens, parce que pour nous, l'électricité, on se branche, on se débranche, tout ça est un peu comme si c'était naturel, mais au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est pas du tout le cas. Il y a vraiment une relation, parfois même d'effroi, par rapport à cette électricité. Et ce qui m'intéresse, c'est évidemment de revenir à cette époque de la fin du XIXe siècle et d'essayer de comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Et je m'attarde évidemment sur toute une série de gravures que j'ai la chance de trouver et qui sont reprises dans toute une série de dossiers, de rapports techniques des expositions universelles. Et ce qui me frappe, c'est la façon dont sont mises en scène et dont sont placées les différentes machines destinées à produire de l'électricité. Il y a effectivement une certaine approche industrielle par rapport à des charpenteries métalliques, etc. Mais on est quand même avec des finitions et une lecture presque de l'ordre résidentiel, très très bourgeois, et celle-ci que j'adore, visiter l'intérieur d'une chaudière. Enfin, je veux dire, ça me semble complètement farfelu, avec cette espèce d'escalier totalement résidentiel et bourgeois pour accéder à l'intérieur. Et donc, on voit là vraiment cette espèce de relation très particulière qu'on a à cette époque-là à la technique, à la nouveauté technique, parce qu'il y a 36 000 brevets qui vont être mis en place pour chaque produit. Et donc là, on voit que tout ça est soutenu par vraiment un espoir et un développement de cette révolution industrielle. Ensuite, un homme. Alors, il s'appelait Monsieur Monod à cause d'un défaut d'impression de mon prospectus. Mais en fait, c'est Monsieur Monet. Et Monsieur Monet, c'est quelqu'un d'intéressant parce que, après avoir fait quelques recherches, entre autres aidé par Monsieur Bavet, c'était grosso modo le premier homme dont le titre est celui d'électricien à Soigny. Et ce Monsieur Monet, en fait, il vient de Verviers. Alors évidemment, son père travaille dans la mécanique et donc on voit là une notion un peu particulière qui est celle à un moment donné de considérer que sur Liège, il y a véritablement une culture spécifique au niveau des connaissances en électricité et en électromécanique. Et évidemment, je ne peux pas
m'empêcher d'aller voir ce fameux Institut de Montefiore qui me semble, pour moi, à ce stade totalement exotique avec son nom, mais qui en fait va être un institut qui va devenir un fer de lance en Belgique et à travers l'Europe pour justement la création de cette élite de la nation qui va appuyer tous les grands capitaines d'industrie à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et où il va y avoir véritablement une approche très très particulière au niveau universitaire sur comment on aborde l'enseignement de toutes ces nouvelles techniques, puisque juste avant, la Belgique est quand même fondamentalement en retard, entre autres par rapport à des pays comme l'Allemagne ou comme la Suisse, et où là, on va avoir vraiment un enseignement qui va se baser sur de la théorie et sur du travail en atelier, des travaux pratiques. Donc là, on va vraiment avoir tous les capitaines d'industrie qui vont aller prendre chaque fois des gens qui sortent de cet institut-là et entre autres des gens qui vont aussi être diplômés de Paris, ce qui va être le cas de Wynx. Et donc là, on voit là l'essor du fameux personnage, le géologue de la peinture qui va commencer à émerger à la tête de ces industries pour en faire cette espèce d'élite de la nation. Alors lui, ce monsieur Monet, c'est lui qui est aux manettes, c'est lui qui commande la pression de l'ensemble de la centrale électrique. Alors pour l'approche architecturale, voici un peu une première vue assez compliquée à lire, et donc je l'aborde de manière extrêmement mécanique par un inventaire de la matérialité sur l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment et de toutes ses faces, à savoir essayer de déterminer qu'est-ce qui est en terre cuite, qu'est-ce qui est en acier, qu'est-ce qui est en bois, qu'est-ce qui est en pierre bleue, etc., pour essayer de comprendre l'évolution des choses et qu'est-ce qu'on a face à soi. Je fais également ça évidemment pour l'intérieur. Je sors ici quelques exemples au niveau, par exemple, de la présence d'éléments en ciment, qui me permet de voir il y a effectivement des éléments de finition et puis des éléments de réparation plus contemporains suite au démontage des machines. Alors, cette notion d'inventaire de la matérialité, je l'applique un peu à tout. Je ne me limite pas en tant que tel à ce qui peut être considéré comme des éléments d'architecture, comme des briques, de la pierre, du bois, mais je me dis, à un moment donné, il faut que je considère aussi tout ce qui reste de technique. Et donc, là, c'est vraiment un peu de tout, et il faut se salir. Il faut se salir, et ça permet de découvrir, voilà, toute une série de tuyaux en fonte datés de 1893, et donc de retrouver un mix entre des techniques des années 70, des techniques d'après-guerre et des éléments techniques originaux. Mais où là, les compétences sont vite mises à mal. Alors évidemment des techniques, mais aussi toutes les traces qui peuvent rester, des traces d'usage, des traces d'anciennes techniques, des traces incompréhensibles, je ne sais pas très bien c'est quoi, des traces d'anciennes présences, évidemment, des traces assez rigolotes. Il y a moyen de passer l'arme à gauche avant de terminer la première remarque. Et j'opte pour avoir la même approche, c'est-à-dire inventorier l'ensemble des traces, tant de tâches murales, entre guillemets, sans très bien savoir c'est quoi, parce que je n'opère pas d'analyse, mais je sens qu'il y a effectivement des tâches qui sont extrêmement sèches, extrêmement poudreuses, des tâches qui sont plus huileuses, et puis que dans les techniques, j'essaie d'être assez exhaustif en cartographiant l'ensemble des dispositifs que j'arrive à mettre en place. Tout ceci, de nouveau, va me permettre d'avoir une meilleure compréhension. Alors face à ça, j'essaie quand même de me dire, si je prends mon appréciation historique, que je prends ce que j'arrive à comprendre de l'ensemble de mon analyse architecturale, j'essaie de pousser plus loin pour me dire qu'est-ce que je peux mettre en perspective. Parce que finalement, il y a des choses qui me posent question depuis le début,
pourquoi la centrale électrique est en briques et pourquoi les ateliers sont en pierre bleue, alors que fondamentalement, j'ai quel problème. Alors oui, évidemment, ils sont au pied de la carrière, ils peuvent récupérer des blocs, mais malgré tout, ils me disent, c'est quand même étonnant. Dans les caves, ces grands sarcophages en briques, quoi, hein. Et donc, il y a quand même certaines choses que je dois pousser. Alors, je réalise évidemment un relevé, dont un relevé de ces fameuses caves. Et donc là, je visualise de manière beaucoup plus précise que ces caves sont en lien tant, je vais dire, horizontalement que verticalement, avec ce qui se passe au rez-de-chaussée, avec ce qui se passe à l'extérieur, et qu'on a ces fameux grands socles en briques. Je me doute que ça doit être lié aux machines, mais je ne vois pas très bien comment ça fonctionne. Alors, je reprends mes plans de la machine Sulzer à double détente trouvée dans les revues techniques de l'exposition universelle, de 1900, et ayant une cote sur ces dessins, j'arrive à remettre évidemment à l'échelle et j'arrive à replacer le plan des plans historiques dans l'espace. Je recale mes caves et là, il pas que je commence à comprendre ce qui se passe. Alors évidemment, je ressors ce fameux plan que j'avais trouvé dans la phare de Leitz de couleur verte et je les empile. Alors, fin du XIXe siècle, il y a plein d'ouvrages fantastiques qui s'appellent évidemment traités d'architecture. Ils disent comment est-ce qu'il faut faire telle chose, ça devait être super. Et je tombe sur les traités d'architecture de Louis Cloquet et je vois comment concevoir une centrale électrique. Fantastique. Alors, il y a toute une description de comment concevoir la centrale électrique, ce qu'on peut faire, ce qui est judicieux, ce qui peut être moins élégant, plus élégant, et des détails, dont celui-ci, qui m'interpelle évidemment, parce qu'évidemment, c'est là où je comprends comment le dispositif se met en place. En fait, ces fameux massifs de briques constituent en fait des espèces de socles qui reprennent les machines, et ces machines sont fixées. Il y a des grandes barres métalliques à travers tout, et il y a des boulons en partie basse que l'on voit, que vous voyez ici. Alors, toutes ces parties de linteaux sont tous des linteaux et des poutres de répartition de charge en pierre bleue. Et ce tuyau, qui est celui qui amène vers les machines. Tiens donc. Alors évidemment, voilà, les réseaux et les schémas se mettent en place. Et évidemment, les plans correspondent pour ma plus grande joie. Alors à force évidemment de passer mon temps dans cette cave et de me dire que c'est quand même vachement bien maçonné, là je tombe sur ça, sur des dates avec des signatures 1895 JA, 1894 A. Janssens. Alors vraisemblablement le maçon qui a construit ces grands massifs de briques, où j'ai pas l'architecte, j'ai pas l'ingénieur, mais j'ai le maçon. Alors malheureusement dans les archives de Sony, il n'y a aucun répertoire concernant un certain A. Janssens, mais en tout cas les Winx qui ont millésimé leur bâtiment ont bien pris le soin de millésimer à 1894, c'est-à-dire vraiment dans les premiers lits de briques, et pas la clôture du bâtiment vraisemblablement. Il faut savoir que les carrières du Hainaut établissent leur première centrale électrique en 1892. Donc on voit déjà certaines concurrences et émulations entre les deux entreprises. Ça, c'est une photographie qui vient du fameux prospectus dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une vue générale et qui m'intéresse puisqu'on voit un morceau, c'est-à-dire les deux grands pignons que je vous ai montrés au tout début des ateliers. Alors évidemment, ça me permet évidemment de mettre un peu en perspective cet usage de la pierre bleue. Alors évidemment, on est sur un site produit de la pierre bleue, donc c'est facile pour eux d'avoir de la pierre bleue, mais il y a cette notion de bâtiment-outil. Et qui ça aussi, je trouve, met un peu en perspective la lecture qu'on peut avoir de ces bâtiments industriels. C'est-à-dire, on peut se dire, oh,
c'est vraiment ravagé, ils ont utilisé ça n'importe comment, ils ont laissé ça à l'abandon. Ici, sur une photo de 1896, on voit clairement que les façades sont des outils. On s'appuie dessus, on se fixe dessus. Et donc, il y a cette notion de bâtiment-outil qui est fondamentale et qui peut expliquer l'usage de la pierre bleue. Alors, l'usage de la pierre bleue est également très sophistiqué et très soigné. Hein, vous voyez ici les consoles de la charpente métallique de la centrale. Vous voyez ici les mêmes, sauf que ce n'était pas la même centrale, c'est la centrale des carrières du Hainaut. Et donc là, évidemment, je me dis, tiens, c'est étonnant quand même que ces deux concurrents s'amusent à faire des éléments décoratifs, entre guillemets, qui reprennent le même vocabulaire. Et je découvre un des premiers documents qui pourrait constituer les premières relations véritablement contractuelles entre un propriétaire de carrière et des tailleurs de pierre. C'est ce qu'on appelle le tarif à façon. Alors voici un exemplaire que j'ai en copie de ces tarifs à façon de 1914. Vous voyez les maîtres de carrière qui signent ce document. Vous trouvez là les carrières du Clipot, les carrières Gauthier, les carrières du Hainaut et évidemment les carrières Winx. Donc tous les maîtres de carrière vont signer ce document et ça va établir en fait le coût que sera payé le tailleur de pierre pour des pièces précises. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, en fait, je vais retrouver les modénatures de toutes les pierres taillées que j'ai retrouvées dans la centrale électrique Winx, mais également dans la centrale électrique des carrières Louis. Et donc, je me dis, tiens, c'est rigolo, il y a une approche commune dans ce qui est mis en œuvre. Alors, au niveau des boiseries, évidemment, les boiseries sont assez élégantes. On est sur un site industriel. Or, on a là quand même tout un vocabulaire avec des triglyphes, etc., des soubassements moulurés, tout en bois apparent, qui donne évidemment une scénographie assez luxueuse et résidentielle à cette centrale, et où il faut imaginer sur cette fameuse bande de couleur beige, toute cette peinture au pochoir qui présente un élément stylisé de teinte bordeaux et qui lance quelques courbes pré-art nouveau, puisqu'on est en fin du 19e siècle. Même chose au niveau des menuiseries des ateliers, qui sont clairement des éléments originaux. Alors, sur certaines cartes postales du début du XXe siècle, je trouve le site d'exploitation, donc Winx, où j'ai la chance de voir, alors pas la centrale, mais les ateliers. Les ateliers que vous voyez, donc la grande barre dans le fond. Or, évidemment, j'essaye de bien regarder. Pour ça, l'informatique m'aide un peu. Et je vois donc cette façade principale arrière et des espèces de piliers qui viennent en avant. Ces piliers, en fait, étaient renseignés dans le plan de 1883, non daté, dans cette fameuse phare de Leitz verte. En fait, toute cette façade était une façade pont. Autre carte postale, je retrouve mes fameux piliers, et donc là, je comprends définitivement comment ça fonctionne. Toute cette façade était jouée avec les grands piliers et on avait un pont roulant qui fonctionnait, ce qui explique cette façade à redans qui est un peu bizarre sur la façade qui donne sur le site d'exploitation. Et je ne peux m'empêcher évidemment de regarder l'ensemble des portes d'accès aux ateliers de scierie, puisqu'aujourd'hui, une grande partie ont été modifiées pour mettre des grandes portes type garage, etc. Et donc, j'ai du mal à retrouver le dimensionnement originel de ces accès. C'est chaque fois les mêmes types, sauf qu'ici, c'est à main. Encore le même type, sauf qu'ici, c'est au carrière du Hainaut. Alors, ce bâtiment, dès lors,
me pose question par rapport à une grande toiture éthernique qu'on voit. Or ici, on a quand même une certaine approche décorative au niveau des rives. Et en fait, ces rives, elles sont identiques à celles-ci. Et ces bâtiments-là, vous pouvez les voir au pôle de la pierre. Ce sont des bâtiments, donc, la clouterie, etc., construits par Grégoire Winx, pardon, qui est celui qui construit de manière effective la centrale électrique et les ateliers à l'arrière à la succession de son père. Et donc, vous voyez tout un vocabulaire architectural qui va comme ça se répéter et se retrouver. Au niveau des charpentes métalliques, vous avez deux typologies de charpentes, la charpente originelle ici, de la centrale, et puis un choix de charpente qui va clairement tendre vers une spatialisation, une esthétique de la centrale électrique. Par contre, sur les zones des ateliers, on va retrouver une charpente de type Polonceau qui va permettre de couvrir cet espace disponible en un seul tenant et qui, elle, est une charpente de l'après-Seconde Guerre mondiale. Par contre, on va retrouver des traces de la charpente de 1880, qui sont ces restes de charpente en bois renseignés dans le contrôle du cadastre. Enfin, un petit détail, je suis évidemment étonné qu'on s'amuse à faire un dallage en pierre bleue avec un liseré en carreau de ciment. Alors, je vous avais montré préalablement ces fameux carreaux de ciment que j'avais eu la chance de prendre un petit morceau. Et je téléphonais à M. Bach, qui est peut-être la personne ressource fondamentale pour tout ce qui est carreaux en Belgique, et qui me retrouve le modèle dans ses catalogues. Et donc, ce sont bien des carreaux de l'entreprise Bock-Frères à Maubeuge, c'est-à-dire effectivement après leur déménagement vers la France, où je retrouve la décomposition du carreau et le liseré qui va être mis en œuvre à la centrale Winx. Alors, à un moment donné, je commence à compiler un peu l'ensemble et je reprends mon fameux inventaire cartographié des tâches et autres traces. Et la coupe qui se situait sur ce fameux plan, la phare de Leitz de couleur verte. Et c'est là, en fait, tout le système originel se met en place avec les différents arbres de transmission et la grande roue de 5 mètres. Puisqu'en fait, les différentes traces que j'aurai cartographiées vont me permettre de comprendre la localisation de ces différents arbres de transmission, tant au niveau de la série que de la centrale électrique. Et donc, là, ce que j'étais content, c'est que j'avais une visualisation de la centrale électrique comme un objet architectural qui pouvait presque naître ex nihilo, posé dans l'espace, et on a, voilà, bâtiment. Mais en fait, ici, c'est pas du tout le cas. Quand on voit l'implantation de cette centrale électrique, elle est extrêmement, extrêmement abrupte et elle ne suit pas du tout la mitoyenneté des autres maisons. Persuadé que les maisons, évidemment, étaient postérieures à la centrale, ce qui n'est pas du tout le cas. Ce sont des maisons de tailleurs de pierre qui sont millésimées 1880, donc avant même la construction des ateliers à l'arrière. Et en fait, toute cette centrale électrique, ce n'est qu'un bâtiment d'actualisation des techniques existantes. Donc en 1883, Grégoire Winx construit des ateliers avec une machine vapeur. Et en 1896-1894, il construit une nouvelle centrale électrique, bien plus performante, la première en Belgique qui produit du triphasé, et son implantation n'est déterminée que par l'âge de transmission des ateliers
la centrale est perpendiculaire à l'axe de transmission principal, ce qui explique son implantation urbanistique complètement saugrenue aujourd'hui, où la toiture arrive à 5 cm du mitoyen du voisin. Et donc, ce bâtiment, c'est un espèce de port USB qui permet de faire une mise à jour de l'outil. Alors, apporter des conclusions à, on va dire, à cette présentation, à ce travail. D'une part, je pense que ça pose pas mal de questions sur la notion que l'on a et notre relation que l'on a aux techniques, à la notion d'obsolescence et, par exemple, à tout le débat actuel sur le fait de consommer moins d'énergie, que l'électricité c'est fantastique, etc. Je pense que quand on voit ces enjeux à la fin du XIXe siècle, ça met un peu en perspective et les enjeux et les positionnements, finalement, on n'a pas tellement évolué. Deuxièmement, on voit que dans le milieu carrier sonégien, il semble y avoir une vraie culture partagée. Une vraie culture partagée d'un point de vue architectural, puisqu'il y a des partages de pratiques et des réflexes de répétition d'un modèle qui sont partagés, mais également le milieu carrier sonégien présente toute une série d'autres patrimoines liés à cette activité. Là, c'est la centrale électrique qui n'est pas classée, mais vous avez encore des fours à chaud et vous avez toute une série d'éléments patrimoniaux de la fin du XIXe siècle qui n'est pas pris en considération dans l'appréciation de ce qu'est le milieu carrier et l'industrie carrière à Soigny et en Belgique de manière générale. Il y a quelques temps, j'avais fait une conférence sur ce bâtiment à l'invitation de l'AWAP et de la FABI, où j'avais traité la question là de manière un peu provocatrice parce que évidemment j'étais un peu mal pris entre des ingénieurs et des gens qui font des projets de fou sur des bâtiments industriels de dingue. J'avais posé la question de l'absence d'architecture, absence de technique, parce qu'évidemment, ça pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire de ce bâtiment à l'heure d'aujourd'hui. C'est une centrale électrique. On voit que tout son dimensionnement est lié à la technique et aux machines qui l'accueillaient. Et dès lors, là, on a aujourd'hui un bâtiment vide. Qu'est-ce qu'on peut évidemment en faire? Comment le projeter? Et je trouve que ça pose question. Et la grande difficulté, je trouve, du patrimoine industriel, c'est qu'effectivement, l'absence des choses rend le positionnement intellectuel très compliqué, mais elle induit une esthétique et presque un espèce de romantisme qui peut englober l'inaction. Hein, surtout pas toucher, parce que finalement, dès qu'on commence à travailler dessus avec une optique soit de restauration, soit de rénovation, finalement, cette espèce de mise en abîme de l'absence, on la perd. Et donc, moi, cette étude, elle a été intéressante parce que je pense que c'est justement la charge intellectuelle et de connaissance qu'induit le patrimoine industriel qui permet de mettre en perspective ce qu'on peut faire avec ce type de bâtiment. Parce qu'effectivement, si c'est juste pour garder une vieille porte et mettre de l'enduit ou des plaques de plâtre à l'intérieur pour transformer ça en une espèce de hub, je ne sais pas quoi, dire si le patrimoine industriel, mais de manière fondamentale, je ne sais pas, moi. Par contre, toute la charge intellectuelle et la mise en perspective, toutes les connaissances induites par ça, je trouve qu'à l'échelle collective, ça peut être un vrai atout parce que ça met nos enjeux contemporains en perspective et force est de constater que quand on voit la gestion des archives, par exemple, il y a une perte fondamentale de connaissances et ce sont toutes des techniques qui nous sont aujourd'hui très éloignées. Mais finalement, ils faisaient beaucoup, parfois avec très peu de choses. Regardez les câbles qui restent de la fin du 19e siècle, regardez le nombre de kilos de cuivre qu'on arrive à mettre dans nos projets. Je trouve qu'il y a parfois là un véritable positionnement. Alors, je vais terminer par un petit exercice assez rigolo, mais qui est un principe de colorisation, justement, par des moyens informatiques, de cette unique photo que l'on avait de la centrale électrique, avec notre fameux monsieur Monet à la manette. Et
Alors là, c'était un moteur de colorisation britannique. Si vous prenez d'autres, des Asiatiques, vous mettez des couleurs un peu... Donc là, c'était bien, c'était un anglo-saxon, donc eux, ça va. Et où on voit cette fameuse vue intérieure, qui est la seule que l'on a de la centrale électrique Winx. Je vais conclure, même pas avec mes mots, mais avec des mots de Denis Varachin, qui est un historien des techniques, et je trouve qu'il disait ça très très bien, et donc je me suis permis de reprendre ces mots à lui et de y mettre la centrale électrique dans les annales historiques de l'électricité. La centrale Winx illustre avec bonheur les premières installations des autoproducteurs et le caractère luxueux des usages de l'électricité dans les années 1880-1890. C'est un objet culturellement construit, porteur de sensibilité, de pensée et d'utopie, marqueur de la croissance économique et du développement social. La centrale électrique Winx participe à la construction d'identités spécifiques, d'une mémoire collective, d'une culture qui ne se limite ni à l'entreprise, ni à la technique. Je trouve que cette conclusion est très juste par rapport à la façon dont j'ai pu appréhender la méthodologie de l'approche historique. Vous vous rappelez, je parlais des caillouteux, etc. Ça pouvait faire quelque chose un peu gentil de moi, mais je trouve qu'à un moment donné, ça renverse le système et on voit que finalement, ce bâtiment qu'on est finalement très austère, qui ressemble à M. Karshoff dans Frankenstein. Mais finalement, c'est beaucoup plus que ça et on devrait finalement juste y porter un peu plus de regard et pouvoir appréhender un peu mieux la charge de connaissances que nous offre ce bâtiment. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci, c'était vraiment très intéressant. Je n'ai pris plein de notes, mais je me dis si je commence, je vais monopoliser la parole. Donc je vais plutôt céder la parole à l'audience ici en salle, mais aussi ceux via Teams. Vous pouvez lever votre petite main et Carole Carpeau, ma collègue, me signifiera alors que quelqu'un veut prendre la parole. Je ne sais pas si en salle, quelqu'un a une remarque. Non, moi j'ai déjà une question. Vous avez dit que vous aviez déjà fait cette présentation devant la WAP et les ingénieurs. Et je me demandais quelle avait été la réception, notamment sur la question de que faire de ce bâtiment. La question ne s'est pas tellement posée, surtout que j'ai fait une drôle de présentation. J'avais assisté évidemment à des journées précédentes, puisque la thématique c'était le patrimoine industriel. Il y a plein d'intervenants hyper passionnants, avec des bâtiments industriels, mais vraiment de taille très très importante. Très souvent des bâtiments qui datent de l'après-seconde guerre, de l'après-première guerre mondiale, pardon. Donc, aucun bâtiment proprement dit de la fin du 19e, mais surtout des opérations immobilières ou quoi. Enfin, c'est plus gros, quoi. Moi, j'étais avec mon petit truc là. Et donc, là, c'était. Et je n'avais pas envie, pour être honnête, de faire une présentation. J'avais envie de traiter d'un sujet qui était la question de l'absence, étant dans son approche, enfin, dans sa lecture du ressenti, de l'esthétique et même de la notion d'absence des techniques dans ce type de bâtiment, puisque c'était finalement un sujet qui n'apparaissait nulle part. Toutes les présentations disaient oui, on a des usines, machin, des ateliers, il n'y a plus rien dedans, tout tombe un peu, ça fait un peu urbex. Alors on a fait des projets de requalification, des logements, des trucs, des machins de start-up. Et oui, c'était, mais je, ça ne correspondait pas à ma résonance. Et donc c'est vrai que dans cette présentation, c'était assez immersif et il traitait vraiment de ce côté parfois qui peut être très porteur en même temps un peu déstabilisant parce qu'effectivement, finalement, on peut pas, c'est pas une attitude de se dire, on peut rien toucher, laisser tout, enfin, ça ne va pas non plus. Et donc, c'était, voilà, je dirais une lecture un peu particulière pour, effectivement, ce type d'invitation de conférence. Mais voilà. J'aurais deux questions. L'ouvrier Monet, l'électricien Monet,
vous avez dit qu'il était originaire de Verviers. Oui. Travaillait-il, est-ce que vous le savez, en connexion avec l'industrie lainière ou il y avait des connexions entre le savoir-faire? Non, ça je ne sais pas du tout. Mais par contre, c'est vrai que dans mes discussions, c'était à un moment donné, la question c'est ce qui se passe à Liège, quoi. À un moment donné, c'est un espèce d'endroit où tous les électriciens, les mécaniciens, etc. se mettent dessus. Alors il y a toutes des titres, hein. Il y a des ingénieurs en électricité, il y a des électromécaniciens, il y a des électriciens. On parle pas d'ouvriers, hein. Monsieur Monet, c'est quand même déjà une certaine. Et à Soigny, Monsieur Monet, quand il arrive, c'est le premier à porter le titre d'électricien. Et donc, on voit très très bien que entre ce fameux Institut Montefiore et il y a une vraie culture et une vraie particularité de Liège sur ces questions-là. Et ça vaudrait, là honnêtement, moi je suis architecte, hein, donc il y a vraiment une question là-dessus sur comment ces différents, que ce soit l'Institut, la pratique, etc., a fait que Liège a participé de manière si importante à ce qu'il y ait déjà une migration interne à la nation sur les compétences. Ça, c'est intéressant. Comme dit madame, il y a Graves, hein. Il y a Graves, il y a les ateliers Jaspa. Et effectivement, ici, enfin, Verviers, il y a des ateliers déjà, c'est sûr. C'est l'époque où Jaspa joue avec l'électricité, Oui, tout à fait. lance des arcs électriques dans le carré, etc. Il ne faut pas oublier non plus que l'industrie lainière, on vient chercher les architectes verviétois d'Italie pour construire les mêmes usines. Donc il y a quand même des passerelles entre les différents pays, entre les différentes industries qui ont un point commun, me semble-t-il, l'électricité. Ben, il serait peut-être intéressant d'interroger le solvant à Verviers, etc., pour voir si ce monsieur Monet est connu par ailleurs de leur côté. Et alors une autre petite question. On parle toujours de la sucre et sucrerie, mais qu'est-ce que le sucre vient faire là-dedans? Je n'y ai jamais rien compris. Je me suis posé la même question. D'accord. Alors, évidemment, j'ai regardé. Et dans les carrières, avec le petit granit, évidemment, on peut produire de la chaux. Hein. Donc, effectivement, il y a des fours à chaud, il y a de la production de la chaux. Et la chaux est un produit, en fait, fondamental dans la purification pour faire du sucre. Il y a un procédé qui est un peu bizarre, d'ailleurs, ça s'appelle la défécation, je crois, hein, qui permet, en fait, de purifier les jus de betterave pour en faire du sucre. Et le sucre, à la fin du 19e siècle, avec du noir animal qu'on purifie. Là, vous dépassez mes compétences, je ne sais même mais pas moi, c'est quoi le avoir visité une sucrerie Terre-le-Monde, c'était absolument abominable et on purifiait le jus de betterave, enfin le résidu, avec ce qu'on appelle le noir animal. Oui, alors moi j'ai lu des trucs, c'est l'écume de chaux aussi. Enfin, en tout cas, ça participait, la chaux, au travail, et encore aujourd'hui, pour la production du sucre blanc. Et moi, enfin, ça c'était, j'ai appris des choses, et puis le sucre, en fait, c'était un marché tout à fait particulier à la fin du 19e siècle. Il y avait des cartels de sucreries. Enfin, c'était un milieu et une industrie tout à fait spécifique. La sucrerie Winx, elle est établie en 1894. En 1907, c'est fini, hein. C'est fini. Mais pour Winx, dire qu'il fait de la pierre et qu'il fait du sucre pour l'esprit du 19e, il y a quelque chose en termes de réputation, de savoir-faire et de puissance très très important. Vous avez déjà vu Oui, mais c'est pas grave. Je peux rebondir en fait déjà sur votre intervention aussi peut-être. Donc, moi je travaille au centre d'interprétation de la pierre à Spéon, c'est une ancienne centrale électrique de carrière de Tigran. Donc on est en une cœur ici. Et donc la question de la réaffectation, par exemple chez nous, le bâtiment était entièrement restauré. Mais on a une grande problématique qui est intrinsèque
bâtiment et son fonctionnement, c'est qu'il y a une grande barrière de façade et qu'il y a tout en point de parce qu'il y a des chaudières. Donc c'est là du coup vraiment ce côté où on oublie parfois parce qu'il n'y a plus de machines que la destination première du bâtiment. Alors nous on est dans un bâtiment classé en plus. Donc, par contre là du coup on va vraiment faire attention à ne pas dénaturer. Et donc il y a vraiment cette problématique. Donc même si on ne part pas sur des choses de réaffectation de type justement d'industrie de gestion actuelle, on se retrouve finalement donc, avec une fonctionnalité qui est patrimoniale, mais cette problématique, il y a vraiment quelque chose que je ne sais pas où se trouve finalement le bon dosage, mais voilà, c'est un exemple en tout cas de réaffectation chez nous où il y a effectivement une très belle restauration. Donc voilà, ça c'est une première chose. Et une deuxième chose, j'ai vraiment été attirée par ce que vous avez dit, c'est que avec Antoine qui est à côté de moi, qui a travaillé chez nous tout un temps, on a fait pas mal de recherches et c'est vrai que ça me pousse à avoir envie d'aller revoir effectivement tous ces plans de machinerie parce qu'effectivement il y a plein de recoins, on sait parfois demander un peu le fonctionnement justement et tous ces canaux et donc je trouve que c'est assez éclairant finalement parce que on a déjà mis le nez dedans, on va encore le faire, mais je trouve que la manière d'aborder les choses par la machine, le bâtiment par la machine, c'est vraiment éclairante. Donc voilà, ça me donne des idées en tout cas pour la suite et je vous remercie. Donc il y a Madame Drély qui demande la parole. Réponse non, non, Madame, bonjour à tous. Madame Drély signalait, comme l'intervenant vient de le faire, que le musée de la pierre à Sprimont est aussi dans une centrale électrique. Et on a aussi Madame Joëlle Petit qui nous signale que le CEDARC à Traigne est aussi dans une centrale électrique. Le CEDARC est le Centre d'études et de documentation archéologique. Sinon, on demande la parole Gérard Bavet, donc je vais lui permettre de... Voilà, je lui autorise son micro. Il faut qu'il ouvre son micro avant de pouvoir parler. Vas-y Gérard, on t'écoute. Il faut que tu ouvres ton micro manuellement aussi avant de parler. Gérard? Bon, il y a aussi une demande de parole de Madame Rion, donc je vais lui proposer, lui permettre aussi. Donc vous pouvez ouvrir votre micro, Madame Rion, et prendre la parole. Vous m'entendez? Oui, oui, merci. Vous pouvez y aller. Mais en fait, je voulais poser la même question que l'autre intervenante à propos du sucre dont je n'avais pas entendu parler de toute la conférence. Et c'était la même question que l'autre dame, quoi. Ok, merci. Gérard, est-ce que tu souhaites prendre la parole? Si tu ouvres ton micro, nous t'entendrons. Bon, je vois qu'il n'ouvre pas son micro, donc là, je ne sais rien faire pour lui, c'est à lui de le faire manuellement. Bon. Est-ce que quelqu'un d'autre peut intervenir? Oui, aussi. Au cas où ça aurait été abordé pendant mon absence, je prie de m'excuser, mais il y a un aspect que je n'ai pas bien vu, c'est l'aspect chaudière, c'est-à-dire d'où vient l'eau, adduction d'eau, l'approvisionnement en charbon par courroie de transmission, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il ne reste pas une cheminée? Voilà. Alors, la cheminée, il doit rester vraisemblablement en fondation parce qu'elle a été démolie il n'y a pas si longtemps. Alors, la chaudière, l'espace technique de chaudière, en fait, se situe dans cette fameuse zone latérale que j'avais qualifiée de ruinée. Ah oui. Où on retrouve là tous des encadrements en pierre taillée, pierre ciselée, hein, et qui appuient la description des ingénieurs de Montefiore en disant tout le luxe y a été apporté, etc., etc. Alors, quand on regarde au niveau des revêtements de sol,
aujourd'hui, c'est du gravier, c'est de la terre, enfin, en fait, quand on gratte un peu, on retombe sur nouveau un damier en pierre bleue, avec toute une série de canaux, et qui reprennent, après, la comparaison peut s'arrêter là, mais qui reprend toute la circulation, le schéma qu'on arrive à deviner sur ce fameux plan de 1883. Et donc, là, c'est un peu particulier. Ensuite, il y a des canaux enterrés, vraisemblablement liés à ce fameux Green's Economizer, qui permettait donc de récupérer l'énergie des chaudières. Mais il faudrait faire en fait là des véritables sondages de type archéologique pour pouvoir voir si on retrouve l'emplacement des chaudières. Elles étaient quand même au nombre de 3. Vu leur taille, ça devait prendre un certain encombrement et c'était posé sur des socles en maçonnerie. Donc, on doit à un moment donné retrouver vraisemblablement les traces de tous ces équipements-là. Mais c'est vrai que toute la partie chaudière et l'espace chauffé en tant que tel, il ne reste plus grand-chose. L'année de charbon, je ne pourrais pas vous dire. Je ne pourrais pas vous dire. Surtout que ce qui est compliqué, c'est que encore récemment, tout le site a à nouveau changé dans sa morphologie. Ils ont carrément été redéviés encore la Seine qui passe à côté. Et donc c'est ça, la première planche avec cette espèce de chapelet de carrière, c'est que ce territoire, en fait, il est presque tout le temps en mouvement. On démolit, on enlève, on reprend une grue, on enlève un bâtiment, on remonte plus loin. Et l'évolution est finalement assez complexe à appréhender. On a besoin d'eau également pour la cire pour alors, de la pierre. Donc. Voilà, l'eau. Donc, l'enjeu, c'est évidemment l'eau fond carré avec ces fameux pompes d'Exor. Le fameux bac qui est renseigné sur le plan de 1883, qui en fait, c'est pour ça qu'il garde ce flanc, hein, 1880. C'est parce qu'il y a le dessin de ce fameux gigantesque citerne d'eau qui est encore utilisé aujourd'hui, et le fameux tuyau noir qui passe dans la centrale électrique de la pompe d'Exor, cette eau-là va dans cette citerne à eau. Et donc, c'est pour ça qu'il garde le fameux plan de 1883, parce que c'est le seul plan où il est notifié cette citerne. Mais cette citerne, elle existe déjà avant la centrale. Et grâce aux ingénieurs de Montefiore, ils disent l'eau, finalement, n'est pas utilisée comme chaudière parce qu'il y a trop de calcaire. Elle est trop calcaireuse. Et vous vous rappelez, il y a cette fameuse photo où on voit de face ce gros tuyau. Et en fait, vous avez 3-4 cm de calcaire là-dedans. Et donc, c'est là où même on comprend les pathologies des techniques originelles. Et c'est assez rigolo de voir, parce que finalement, l'eau, c'est stratégique. Il faut l'évacuer de fond de trou. Mais en fait, elle est stratégique aussi dans le travail. Sans eau, il n'y a pas de coupe. Hein, donc, c'est vrai que là, on est... Et d'ailleurs, je pense que ce bâtiment est encore debout parce qu'il contient la pompe d'Exor. Et est-ce que le pompage de l'eau, ces pompes à eau, c'était également actionné par l'électricité fournie par la centrale? Je ne pourrais pas vous dire. Il y a des pompes à vapeur encore. Je sais pas, ça je ne pourrais pas être catégorique là-dessus. Je sais qu'en tout cas dans les textes, ma mémoire est bonne, ils implantent donc cette centrale pour justement réduire leur quantité de consommation de charbon et supprimer toute la quantité de petites machines vapeur qu'il y a sur tout le site d'exploitation. Pourquoi? Parce que ça leur permet, depuis la centrale, il y a 2 grandes sorties de câbles en fait, qui vont ensuite se fixer sur les fameux porte-câbles et qui vont à travers tout le site d'exploitation se reconnecter aux petits électromoteurs de 36 chevaux là, qui vont eux-mêmes réactiver toute une série de petits outils, plus au niveau de la centrale et dont l'éclairage. Et ce qui permet d'avoir finalement de la lumière artificielle durant toute la journée. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est à partir de ce moment-là où les premiers mouvements ouvriers en carrière vont apparaître. Hein, je trouve que c'est marrant. Parce que finalement, s'il n'y a plus de lumière, c'est compliqué de travailler de la pierre. Et donc, avec l'électricité, le fait de pouvoir déplacer des points lumineux sur le site d'exploitation, finalement, le tailleur de pierre peut tailler bien plus et longtemps. Hein. Donc c'est un vrai changement de paradigme en fait. Il n'y a plus de saison non plus.
Encore un tout grand merci, on regrette tout et en tout. Ah, pardon, allez-y, c'est bonne dernière. Je me demandais juste si on sait déjà qu'il y a des projets pour l'avenir du bâtiment et ce qui va se passer. Non, ce bâtiment est une propriété privée en soi. Donc, il n'est pas protégé par une procédure de classement ou quoi. Donc, je dirais que il pourrait disparaître comme celui de Tenast, hein, tout simplement. Et je Il y a pense que le pôle de la pierre qui est. oui, mais c'est Paul de la Pierre, c'est un équipement public. Encore un tout grand merci. Merci à vous. Je pense qu'on vous applaudit. Personnellement, nous remercions le conférencier ou la conférencière collective. Merci beaucoup. Voilà, tout grand merci. Merci. Merci à vous de vous être déplacés et à ceux en ligne de s'être connectés.